Bonjour à tous. J'ai vu pratiquement quelques participants qui ont commencé à lever la main. Je vous remercie déjà d'être inscrits pour ce séminaire en ligne. Comme vous savez, la situation qui s'est présentée à partir du mois dernier nous a tous forcés à lever la main, en tout cas à rester chez nous. Et donc, ça a été l'occasion aussi pour la United Racing de mettre en place toute une série de conférences, dont la première conférence a été animée par le colonel Alovic. Et aujourd'hui, le département de développement, qui est dirigé par Mme Dekanemke, continue justement de pouvoir rester en lien avec vous, en vous proposant justement des séminaires en ligne pour pouvoir garder justement ce contact avec vous. Alors, je suis, pour ce séminaire-là, je suis avec mon collègue Zach. Je pense que Zach va vous dire bonjour. Bonjour. Ah, OK. Merci, Zach. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est justement améliorer sa communication. Et pour cette partie-là, je pense que nous allons présenter ce séminaire sur trois plans. Dans un premier temps, il s'agira de vous dire pourquoi il est important de communiquer. Ensuite, nous irons sur la deuxième partie, comment communiquer. Et bien sûr, la troisième partie, quels sont les outils qui permettent justement et les techniques qui permettent justement de communiquer de façon très efficace en respectant quelques règles. En termes de sur la communication, commençons en disant que pourquoi est-ce qu'il est important de communiquer dans le domaine de l'entraînement. Si on reprend un peu l'adage du leadership de Stephen Covey qui dit que communiquer aux gens leur valeur et leur potentiel, si clairement qu'ils arrivent à voir en eux-mêmes, cela fait appel essentiellement à 4 champs principaux. Le premier champ, c'est l'aspect verbal, où nous sommes à l'oral, où on s'exprime et chacun nous entend. Le deuxième champ, c'est le langage corporel. Donc, quand on parle, en tout cas, tout entraîneur lorsqu'il s'exprime, accompagne de gestes, accompagne son corps de ses explications. Et bien sûr, un autre champ est celui de l'écoute. Il est bien sûr connu que écouter est un art qui est essentiellement difficile car la plupart du temps, nous, professionnels, nous avons tendance à plus parler qu'à écouter. Bien sûr, la dernière partie qui concerne la communication, c'est la partie écrite. Et nous allons développer ces différentes parties-là durant les présentations qui arrivent. Alors, sur les méthodes de communication, nous avons vu que lorsqu'on communique, la première chose qui vient, que l'on entend, c'est justement la voix, la partie verbale. Ça permet justement à un entraîneur qui est en situation de donner des instructions, d'être clair, de donner des consignes à ses athlètes, de préciser justement des critères de réussite ou des critères pour permettre aux lutteurs de savoir que justement ils ont réussi ou pas réussi telle action. Et aussi, durant l'entraînement, l'entraîneur est amené à faire des corrections. Et ces corrections-là, il va utiliser le langage verbal pour dire, bah, effectivement, là, ta tête est mieux placée, ou là, ton bras n'est pas mis comme ça. Il corrige un peu ton bras, décale ta tête comme ça. Bref, il va donner des corrections à travers les mots qu'il va pouvoir adresser à ses lutteurs. Une autre partie qui concerne la communication, c'est aussi lorsque nous sommes entre collègues, entraîneurs, et que nous nous adressons les uns aux autres et que nous collaborons, nous allons utiliser des mots qui vont nous permettre justement d'échanger à travers des notions d'entraînement ou à travers des notions techniques, ça peut être l'aspect technico-tactique sur lequel nous allons échanger avec nos collègues. Mais cet aspect est aussi appuyé dans ce que nous appelons la relation interpersonnelle, c'est-à-dire que c'est en fonction des relations que nous avons les uns aux autres
que nous allons pouvoir leur parler aisément. Je pense que lorsque nous parlons à des collègues que nous connaissons, nous sommes beaucoup plus à l'aise que lorsque nous découvrons d'autres entraîneurs de d'autres pays, par exemple étrangers, nous sommes moins à l'aise pour pouvoir discuter avec eux. Donc là, il doit aussi s'établir une forme de relation pour pouvoir justement communiquer de façon plus aisée. L'autre forme de communication qui existe, ce sont les écrits. Les écrits, nous parlerons par exemple des mails. En tant qu'entraîneur, vous êtes amené justement à adresser des mails, à écrire soit aux parents, à écrire soit à des organismes, à écrire soit à des institutionnels par voie de mail, par écrit. Mais dans tous les cas, que ce soit par voie de mail ou en tout cas par écrit, on va dire par écrit postaux, il est important de respecter une certaine forme. Cette forme, elle est d'autant plus claire lorsque nous parlons de faire passer un message justement à un interlocuteur. Il faut commencer toujours par une introduction, un développement et conclure pour que le message soit le plus mieux perçu par l'interlocuteur. Aujourd'hui, nous avons aussi d'autres formes de communication qui existent, qui sont les réseaux sociaux. Et comme nous le savons, sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, beaucoup utilisent des formes comme des likes, j'aime ou pas. C'est aussi des formes de communication. Aussi, il arrive que nous postons des images qui, en elles-mêmes, parlent encore plus que des mots. Parce qu'une image bien placée donne encore plus de sens à ce que nous faisons dans notre métier. Donc, par exemple, la photo d'une équipe qui a gagné, on voit bien que lorsqu'on poste ça, on voit qu'on communique à travers cette photo. On dit que peut-être ce club est un club de champions, ce club est un club où on forme des champions sans avoir forcément besoin d'écrire des mots. L'autre aspect sur la communication, c'est le langage corporel. Comme vous avez dû le remarquer depuis le début, lorsque je m'exprime, j'utilise justement mon corps pour pouvoir justement accompagner qu'on appelle le message que je veux envoyer, donc j'appuie à travers mon geste. Je vois que Kazi Mbela a levé la main. Tous ceux qui vous levez la main, ne vous inquiétez pas. Si vous avez des questions, je vous prie d'écrire ces questions-là. Et lorsque j'aurai fini la présentation, nous pourrons justement développer ces questions. Donc, je poursuis en disant que l'autre aspect qui concerne la communication, c'était sur l'aspect corporel, même l'expression faciale, le visage, lorsqu'on parle, doit aussi accompagner justement les mots que nous utilisons. La main, là encore j'ai réitéré ce que je disais tout à l'heure. Et deuxième, l'autre aspect sur lequel nous avons parti, qui est vraiment important, c'est l'écoute, la capacité d'écoute. En tant qu'entraîneur, il est aussi important d'accepter d'avoir des moments de coupure pour justement se poser et entendre les autres, capter le message des autres. Parce que lorsque nous parlons tous ensemble, bien justement, ça devient une espèce de brouhaha et on ne s'entend plus. Justement, en se posant, en écoutant les autres, en écoutant ces athlètes, en écoutant même aussi les parents, il arrive, on peut justement percevoir le message qu'ils veulent nous renvoyer. Et en retour, lorsque l'écoute elle est bonne, lorsque l'écoute elle est assez appuyée, parce qu'elle peut se faire aussi par des questionnements pour pouvoir encore développer cet aspect-là, là, il est beaucoup plus facile de pouvoir répondre à la demande qui est faite par notre interlocuteur. En l'occurrence, ça peut être des lutteurs et aussi des parents. Pour communiquer, il y a aussi ce qu'on appelle des règles à respecter. Parce que justement, en tant qu'entraîneur, nous devons garder un certain environnement dans lequel évoluent nos athlètes. Et ça, ce sont des choses sur lesquelles il est important de travailler parce que ce ne se fait pas de façon naturelle. Premièrement, c'est l'aspect positif. Le plus souvent, lorsque nous corrigeons nos athlètes, il est beaucoup plus facile de dire « Ah, ça, c'est pas bien » ou « Ça, ceci n'est pas là » ou « Ceci n'est pas comme ça ». Mais durant nos formations, d'ailleurs, c'est pour ça que nous insistons aujourd'hui sur la partie théorique, durant nos formations, nous insistons d'utiliser justement la méthode sandwich qui permet justement de partir d'un aspect positif, corriger ce qu'il y a à corriger pour terminer sur notre aspect positif. Ça veut dire que l'environnement et
le langage que nous utilisons, les mots que nous utilisons doivent baigner dans un aspect globalement positif. Donc, en tant qu'entraîneur, nous devons véhiculer souvent des messages positifs pour renforcer nos athlètes, pour pouvoir justement leur permettre de garder une certaine motivation pour continuer à lutter, en tout cas à rester au club et à ne pas s'en aller. Alors, bien sûr, il faut toujours être plutôt dans comment faire, plutôt ne fais pas ça, ne fais pas ceci. Je donne tout l'exemple hein, de l'éléphant rose. Lorsque je dis aux entraîneurs durant les séminaires, fermez vos yeux et ne voyez pas l'éléphant rose. Qu'est-ce qui se passe en général? Ils me disent tous qu'ils ont vu l'éléphant rose. Donc, restez plutôt sur des messages positifs, restez sur des aspects positifs de notre communication. Et là, cela permettra justement de construire et d'améliorer au fur et à mesure notre façon de communiquer à nos athlètes. Eh bien, communiquer aussi, c'est respecter suivre ce que nous appelons la règle des 3 C. La règle des 3 C, c'est la capacité à être clair, concis et cohérent. Prenons un exemple très simple. Lorsque nous voulons, par exemple, apprendre une attaque aux jambes à un athlète, il est très simple de lui faire passer le message en respectant simplement ce qu'on appelle les principes d'explication, en disant, pour une attaque aux jambes, il faut une préparation, il faut créer justement une opportunité, et cette opportunité nous a permis de réaliser une technique. En étant simple, donc avec des messages simples, avec des mots simples, créer des ouvertures, entrer dans les jambes, attraper les jambes, place ta tête comme ceci, être cohérent dans ce que nous faisons, dans ce que nous disons, pour permettre justement aux lutteurs pour pouvoir capter facilement le message. Bien sûr, communiquer, c'est aussi parler aussi à des parents. Il arrive que certains parents viennent aussi vers vous en tant qu'entraîneur pour vous poser des questions. Mettez les choses le plus simple possible. Je donnais souvent l'image de la lutte, hein, avec un aspect historique en disant que la lutte a été justement inventée depuis l'Égypte. On voit que ça donne déjà un aspect beaucoup plus simple, cohérent, à expliquer aux parents que c'est un sport qui est bien pour les enfants, ça va leur permettre de s'amuser, de jouer. Vous avez vu que les mots sont simples et cela va permettre de motiver aux parents de pouvoir vous donner leurs enfants pour pouvoir les encadrer. Alors, communiquer aussi, c'est la capacité à gérer ses émotions. Gérer ses émotions, bien évidemment, nous sommes souvent en situation de stress. Et pour pouvoir mieux communiquer, il est important de garder son calme pour justement permettre au message d'être le mieux possible, le mieux perçu par l'interlocuteur. Bien sûr, la lutte est un sport qui, souvent, en situation de compétition, il arrive que même en tant qu'entraîneur, on est amené à être tellement sous stress qu'on oublie même le fil de la communication et cela se transparaît tellement fort que les lutteurs même le vivent. C'est-à-dire que certains entraîneurs peuvent souvent être amenés à stresser plus que d'autres pendant des situations. Et alors, pour mieux communiquer, il est important d'apprendre à maîtriser son stress, à maîtriser en tout cas ses émotions. Cela passe évidemment par des exercices à faire, ceux qui ont l'habitude, un peu de yoga, un peu de respiration ventrale, pour pouvoir justement descendre ces exercices, devenir beaucoup plus calme, pour pouvoir justement aller communiquer de façon beaucoup plus à l'aise, plus aisée, tout ça. Communiquer demande aussi de se préparer, d'avoir un plan. Comme vous avez vu en introduction, j'ai bien planté le décor en disant que nous allons avoir, durant le séminaire, 2-3 parties, une première partie, ensuite une deuxième partie, et on terminera par une dernière partie. C'est-à-dire que communiquer amène l'entraîneur justement à se préparer pour pouvoir faire passer son message. Il est beaucoup plus facile, en fait, de dire des choses. Mais il faut que l'on soit conscient d'une chose. L'art du questionnement, la puissance du questionnement permet justement d'écouter plus. Il me vient à l'idée, lorsque je rappelle durant les formations, je demande aux entraîneurs, êtes-vous sûr que vos athlètes ont compris le message que vous voulez faire passer? Comment vous pouvez le savoir? Alors, ça me dit, non, mais je les laisse faire. Ça, c'est aussi une façon de faire. Mais il est aussi important de poser des questions. Justement, en posant des questions, nous pouvons avoir des retours de la part de nos athlètes. Alors justement, je viens d'expliquer, par exemple, l'attaque aux jambes.
qui est-ce qui peut m'expliquer ce que je viens de dire? Qu'est-ce qu'il faut faire? À ce moment-là, les athlètes eux-mêmes se mettent à répondre et là, justement, la puissance de l'écoute se met en place chez l'entraîneur. Là, vous écoutez et vous captez le message pour voir vraiment réellement si ce que vous venez de dire a été perçu par les lutteurs. Une autre chose qui est importante, c'est la distance. Lorsque nous nous rapprochons, nous créons ce qu'on appelle une communication qui est bien sûr pas perçue par le fait d'une agression de l'espace intime, mais qui est perçue comme nous rapprochons justement pour pouvoir permettre à l'interlocuteur de mieux saisir nos messages. Et comme vous voyez sur l'image, hein, là c'est Alexis qui est en train d'expliquer justement une technique à un lutteur australien. Il s'est carrément rapproché et là il explique à l'athlète qui est très concentré, qui prend le message, qui écoute et justement cela permet justement à l'enfant de pouvoir mieux communiquer et mieux comprendre en tout cas le message. Et Francisco, j'ai vu, je te donnerai la parole lorsque j'aurai fini PowerPoint. Deuxième aspect qui est important, c'est le renforcement positif. Alors, bien sûr, lorsque vous donnez des exercices à faire à vos athlètes, il est important de continuer en disant « c'est très bien, c'est bien, c'est génial ce que tu viens de faire ». J'adore la manière dont tu places tes mains sur cette jambe-là. J'adore la manière dont tu finis l'action. C'est très bien. Donc, rester toujours dans le renforcement positif permet justement aux athlètes de pouvoir apprendre et surtout renforcer leur confiance. Bien sûr, ce qu'il ne faut ne pas faire, c'est tout ce qu'on appelle le coaching négatif. C'est crier, critiquer sans cesse, humilier, des traitements abusifs, hein, parce que le plus souvent, ouais, c'est pas bien, ceci, avoir tout le temps, en tout cas, une espèce d'environnement négatif dans ce qu'on fait, mais il est vraiment, vraiment conseillé de rester sur l'aspect positif, comme je le rappelais sur le diaporama, que même quand on a des choses à corriger, parce qu'on voit que c'est pas bien fait, il est important de commencer par quelque chose, justement, qui a été bien fait par l'athlète, hein, pour pointer ensuite ce qu'il faut améliorer et terminer par quelque chose justement qui fait bien. Et là, nous créons sur l'aspect mental de l'athlète quelque chose de tellement positif que ça le renforce dans son apprentissage. Donc, évitez surtout le coaching négatif. Voilà. J'ai fini ma présentation. Ceux qui ont des questions, vous pouvez aller sur la partie questions et réponses. Moi, je n'ai pas de questions. Je vois que Francisco a levé la main, tous ceux qui ont la main. Je vous prie d'aller, comment on appelle, sur la partie questions, si vous avez des questions, pour que je puisse répondre à vos questions. Alors, je vois que Zach, est-ce que mon collègue m'entend? Je ne tue pas de questions. OK, la première question. OK, il y a un autre qui m'a envoyé. OK, donc, comment on fait si nos auditeurs ne réagissent pas à nous? Comment on fait si nos auditeurs ne réagissent pas à nos indications? OK, c'est Carlo Garcia qui pose la première question. Alors, je répète pour vous, comment on fait si nos lutteurs ne réagissent pas à nos indications? Alors, dans un premier temps, en tant qu'entraîneur, ce qui est important, c'est votre capacité à motiver vos athlètes.
Alors, lorsque vous donnez des instructions à vos athlètes et qu'ils ne réagissent pas justement, des fois, ce qui est important, c'est de faire, montrez-leur, rentrer justement en situation pour démontrer ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire qu'au lieu de simplement expliquer, par, bien sûr, sur l'aspect oral, soyez justement dans l'action. Approchez-vous, attrapez même les bras. Si justement vous donnez un exemple concret, si un lutteur, vous lui dites ta tête est mal placée, ce serait bien justement de redresser la colonne vertébrale et de bien placer ta tête avec l'appui de la tête sur le tronc. S'il ne comprend pas, s'il ne fait pas ce qu'il faut faire, justement, vous lui demandez gentiment de se décaler, de se mettre en situation pour vous observer et vous exécutez le même geste, ce que vous voulez qu'il fasse justement, sur le lutteur. Et là, vous lui montrez à ce lutteur-là ce que vous voulez qu'il fasse. Ensuite, vous le remettez en situation. Voilà. Donc, quand ils ne réagissent pas, il est important des fois de faire et de leur montrer. Alors, nous avons Khalifa du Sénégal qui pose la question de savoir s'il ne pense pas que le couple constitue la clé de la communication. Merci Khalifa, de la Fédération du Sénégal. Alors, bien sûr, comme je le disais dans le développement du thème, je disais que si on nous a donné deux oreilles et une bouche, c'est parce que justement, il fallait écouter souvent avant de justement répondre. Et l'écoute, elle est l'une des clés essentielles de la communication. Et en même temps, j'ai envie de dire, une écoute, elle ne peut être efficace lorsqu'elle est active. Une écoute active, c'est quoi? C'est votre capacité justement à clarifier les choses en reposant les bonnes questions. Alors, simplement, des fois, ça vous amène à reprendre ce que l'autre vient de dire, en disant simplement, si je comprends bien, c'est ce que tu veux me dire. Ça clarifie les choses. Ou bien, ce que tu es en train de me dire, tu veux me dire que c'est ceci. En ce moment-là, vous faites quoi? Vous êtes dans une écoute qui est beaucoup plus active et qui permet justement de clarifier les choses et de faire justement mieux passer le message, ou vous aussi de clarifier le message envers vous-même. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important, l'écoute. Hein. Alors, là, une autre question de comment évaluer l'impact de la communication dans la relation entraîneur-entraîné. Alors, la troisième question, sur la relation entraîneur-entraîné, la communication, alors je remarque la question pour qu'on puisse aller dans le détail. Vous savez, la relation entraîneur-entraîné repose sur une chose essentielle, c'est la confiance. Justement, c'est cette confiance-là qui va nous servir de levier pour justement comprendre qu'en réalité, nous communiquons de façon, on va dire, efficace avec notre athlète. Et aussi, l'impact sera vu aussi à travers les résultats. Vous savez que le plus souvent, ce qui est bien en lutte, et surtout en sport de combat, ce sont les résultats de ce que nous faisons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous communiquons mieux avec nos athlètes, nous leur donnons confiance. Je ne dis pas qu'ils sont tous champions olympiques ou champions du monde, mais en tout cas, ça va permettre à ces athlètes-là de réaliser ce pourquoi vous communiquez avec eux. Voilà. Donc, ça va leur donner confiance. Donc, en restant sur les règles de la communication, des messages positifs, en restant sur un environnement positif, en restant sur la motivation de ces athlètes-là, en les dynamisant, en les incitant justement à aller vers une meilleure personne, en tout cas un meilleur lutteur qu'ils sont, eh bien, nous allons justement renforcer cette confiance-là. Et si je reprends ce que M. Khalifa du Sénégal a dit, par l'écoute, en clarifiant les messages, en étant clair avec eux, nos athlètes, ceux-là seront beaucoup plus, on va dire, à l'aise pour venir vers nous, pour justement s'ouvrir. Cette confiance, elle se donne. Elle se donne, donc pour qu'elle puisse se donner, c'est votre capacité justement à créer cet environnement-là pour que justement l'athlète puisse se sentir à l'aise, se sentir en confiance et pouvoir mieux communiquer avec vous. Voilà l'impact, voilà comment on peut mesurer l'impact à travers les résultats, bien sûr, de ce que nous faisons, mais aussi à travers le renforcement de cette confiance entre l'athlète et son entraîneur.
Bon, il y a 3 questions qui lui ont répondu. C'était Eric qui m'a posé la question. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez surtout pas. Voilà. Alors, une autre question de Carlos qui me dit est-ce qu'il y a des moments où on doit être sévère ou même sanctionner ou punir nos athlètes? Alors, sévère, sanctionner et punir. Alors, n'oublions pas que l'une des clés sur la communication, c'est votre capacité justement à transmettre un message positif et à être aussi quelqu'un que tout le monde a envie de venir voir. Alors, être sévère, sanction, punir, vous êtes dans ce qu'on appelle le coaching négatif, là, mais je pense que on ne devient pas, du jour au lendemain, on ne devient pas un meilleur entraîneur. Nous, sur les formations que nous divulguons dans le monde entier, la United USA, nous voulons justement qu'on aille sur les bonnes pratiques. C'est quoi les bonnes pratiques en termes de communication? Les bonnes pratiques en termes de communication, c'est amener les autres à faire ce qu'ils ont, eux, ils ont décidé de faire. Comme je dis souvent, on ne motive personne. On ne motive personne en réalité. On crée les conditions de la motivation pour que les gens puissent réaliser les choses. C'est-à-dire que si aujourd'hui, les gens ne font pas ce qu'ils vont faire, crier, sanctionner, punir, ça ne reviendra pratiquement, ça ne servira à rien si au final, on ne fait que créer un environnement qui devient plus ou moins délétère et qu'à la sortie, vous allez perdre les gamins. Ce que je conseille le plus souvent aux entraîneurs, c'est une meilleure communication. C'est une meilleure relation avec les athlètes. C'est une motivation, bien sûr, en mettant des séances beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus fun, en créant cet environnement-là qui pousse les athlètes justement à pouvoir mieux s'exprimer. Voilà. Parce que la vraie motivation qui, elle, est intrinsèque, comme on dirait, cette motivation-là, elle se nourrit à travers un environnement positif qu'on crée. Et là, en ce moment, les athlètes peuvent justement s'exprimer le mieux. Mais sévère, beaucoup d'entraîneurs ont peur des athlètes comme ça. Et justement, nous voulons que la lutte reste un sport fan, un sport apprécié par tous, et cela passe par une pédagogie justement qui est beaucoup plus ludique, beaucoup plus récréative, où les gens donnent envie aux gens de venir. Mais l'aspect sévère et sanction, il faut vraiment bannir cela. Hein. Il faut plutôt créer les conditions. Alors, l'autre question, je continue. J'espère que je t'ai remonté à Carlos. Le langage corporel est-il plus important lorsque vous travaillez avec les athlètes d'autres pays? Alors, je pense que cette question-là, communiquer, déjà, je vous dis que plus de 70% de la communication est corporelle. Maintenant, il y a une chose qu'il faut comprendre. Lorsque les mots et le corps sont en harmonie par rapport au message qu'on veut véhiculer, à ce moment-là, on peut espérer que le message soit perçu à 100%. Lorsque nous travaillons avec des athlètes de différents pays, donc des pays qui justement ne parlent pas notre langue, à ce moment-là, l'utilisation du corps devient importante. Maintenant, il y a une chose qui est encore bénéfice pour nous les lutteurs, c'est que le corps parle au corps. Lutter, c'est un langage corporel. Pour reprendre un peu ce que disait Daniel Robin, c'est le dialogue entre deux corps. Voilà, c'est un dialogue entre deux corps. Donc, ça veut dire que même si les mots ne sont pas suffisants, parce qu'on a cette barrière de la langue, l'explication par le geste, par le corps à corps, par l'exécution des mouvements, permet justement aux autres de comprendre. D'ailleurs, lorsque ceux qui ont été entraîneurs, vous les entraîneurs, parce que vous voyagez dans différents pays, soit c'est souvent un Russe qui donne les cours, soit c'est l'entraînement. En tout cas, c'est souvent aussi un Espagnol qui donne l'entraînement. Pour ceux qui ont été à Cuba, en venant de d'autres pays, vous voyez que la lutte même est un langage universel. Donc, on peut s'exprimer et que tout le monde comprend justement ce langage universel. Donc, l'un de nos challenges aujourd'hui, c'est justement la codification que nous avons tenté à travers les maîtrises FILA. C'était justement permettre une codification qui permettrait à ce langage d'être universel, d'être compris par tout le monde. Voilà, donc on peut communiquer sans, même s'il n'y a pas de mots, on peut communiquer. Alors, Vincent, pensez-vous qu'au-delà de l'athlète,
l'entraîneur doit avoir une communication différenciée en fonction de chaque lutteur. C'est Khalifa. Alors, Khalifa du Sénégal, on parle là, on est plutôt dans la pédagogie différenciée, parce que là, cette question-là, elle est beaucoup plus claire. Monsieur Khalifa, merci d'abord pour cette question. J'ai envie de vous dire que, vous savez, lorsqu'on est entraîneur, on a différents publics devant nous. Okay? Et le plus souvent, on commence avec les plus jeunes. Et moi, je dis sûrement que c'est là que commence le vrai challenge, parce que les plus jeunes lutteurs, c'est souvent les enfants de 4-6 ans, parce qu'on fait souvent du baby-lutte. Et c'est à ce moment-là qu'on est plutôt dans un langage beaucoup imagé, qui est plutôt, on parle du crocodile, la panthère, voilà, l'image capte beaucoup plus l'enfant, et puis ça lui parle beaucoup plus. Donc, à ce moment-là, on voit que parler justement à un enfant, qui est donc un jeune lutteur, il ne va pas de la même façon lorsqu'on va être vers un adolescent, et aussitôt, en plus encore, si on va vers l'adulte. Donc, en fonction des âges, il y a une communication à adopter. Aujourd'hui, bien sûr, nous mettons plus l'accent sur, pour moi, parce que la massification, c'est important. Et pour la université, nous voulons que la lutte soit pratiquée par le plus grand nombre de monde. Ça veut dire qu'il faudra une communication beaucoup plus attrayante, beaucoup plus simple et beaucoup plus aussi captant pour qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent à la lutte. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Bien évidemment, je partage votre point de vue qu'à travers la pédagogie différenciée, nous devons avoir justement une communication beaucoup plus différente d'un individu en fonction des catégories d'âge. Voilà. Donc, on ne parle pas à un jeune lutteur comme on parle justement à un lutteur confirmé. Alors, Eric me dit, généralement dans les compétitions, on observe que beaucoup d'entraîneurs crient pour communiquer. Comment apprécies-tu ce genre de pratique? Est-ce une pratique effective? Sinon, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette pratique? Alors, je reviens lorsque nous faisons les formations, nous parlons de bonnes pratiques. Hein, et nous faisons justement des exercices qui est marrant d'ailleurs. Nous mettons une vidéo d'ailleurs, où on voit un entraîneur en situation en train de crier sur les athlètes, en train de gueuler, en train de les insulter, des fois même taper. Et qu'est-ce que nous faisons en général? On demande aux entraîneurs justement de critiquer, hein, qui peut être positif ou négatif. Mais je commence juste en disant, je veux, dans un premier temps, que vous me dites ce que c'est en train de faire de bien. Qu'est-ce qui se passe en général? En général, il y a moins de mots, il y a moins de critiques parce que je ne vois pas le côté bien. Et ensuite, je dis, ben, dites-moi ce qui s'entraîneur fait mal et qu'est-ce qui se passe en général? Cet entraîneur, il est en tout cas affligé de toutes les sortes de ce qu'il fait de mauvais et c'est pointé par tous les entraîneurs. Alors, lorsque je reviens en disant, mais ne connaissez-vous pas quelqu'un qui fait qui a justement ce genre d'attitude? Je me dis, bon, on en a plein de gens comme ça, qui sont comme ça, qui traitent des athlètes, qui font ceci, qui font cela. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, la meilleure façon d'amener les entraîneurs justement à aller sur les bonnes pratiques en ayant une meilleure communication, sans insulter, ce qu'on appelle le coaching négatif, c'est justement de leur apprendre. En commençant par quoi? Quand on voit un entraîneur justement qui crie et qui fait des choses qui ne sont pas bien, je vous rassure que cet entraîneur-là, si on prend du recul et qu'on est calme, on va trouver d'abord quelque chose qui fait de bien. Okay? Dans cette partie-là. Ça peut être une posture, ça peut être un regard, peut-être le regard bien, mais après les mots sont peut-être des mots violents. Alors on va se servir d'abord de ce qui fait de bien pour s'appuyer dessus, on parlera de la méthode sandwich, pour s'appuyer dessus, pour l'amener justement à changer. En disant, OK, j'ai vu que la façon que tu as parlé à ton gars, tu étais quand même bien placé. Hein. J'ai vu que tu as eu le temps de... Mais en revanche, tu t'améliorerais, tu gagnerais à utiliser des mots moins blessants. Et comme ça, tes athlètes, justement, auront beaucoup plus confiance en toi et viendront facilement vers toi. Vous avez vu? En d'autres termes, je viens d'utiliser ce qu'on appelle une méthode sandwich en disant, je pointe d'abord ce que fait l'entraîneur de positif, ensuite, à l'intérieur, je dis les points d'amélioration et je termine par quelque chose qu'il a toujours fait de positif. En ce moment-là, je crée ce qu'on appelle un environnement positif qui va l'amener justement, lui, à changer. Et bien évidemment, c'est une chose à la fois. On va lui donner plusieurs choses à faire pour qu'il puisse changer. Donc voilà la manière dont on peut amener justement ces gens à changer. Et l'autre façon de les amener à changer, c'est justement de suivre nos formations.
la formation que nous dispensons à travers le monde, niveau 1, niveau 2 et bien sûr niveau 3, ce sont des formations qui amènent sur des bonnes pratiques. Donc, en venant souvent à nos séminaires, nous allons amener les entraîneurs justement à aller sur les bonnes pratiques en termes de communication. Et bien sûr, durant le processus qui se passe pour ceux qui ont suivi les formations avec moi, je me suis rendu bien compte que, en partant de là, nous leur donnons une espèce de contrat. Voilà ce que vous faisiez avant. Aujourd'hui, vous allez suivre la formation United Wrestling. Qu'est-ce que vous allez faire plus tard? Et là, chaque entraîneur, justement, pointe un contrat et justement, il part dans une dynamique d'amélioration de ses compétences. Alors, Kazi Mabiela me pose la question de savoir quel est le moyen le plus efficace de communiquer pendant le combat. Alors, j'ai envie de te dire, si vous ne vous préparez pas, ne pensez pas que vous allez venir durant le combat inventer quelque chose. Le combat, en fait, est le résultat de ce qui s'est fait en amont. Le plus souvent, les gens pensent simplement au résultat du combat, ou pensent directement au combat. Mais la préparation en elle-même va permettre justement d'être mieux armé pour pouvoir réaliser ce combat dans les meilleures conditions. Donc, la communication que vous voulez mettre en place durant le combat, il faut la préparer avant. C'est-à-dire, cela se construit justement à travers la relation entraîneur-entraîné. Aujourd'hui, je peux vous dire que certains athlètes et certains entraîneurs n'utilisent même plus des mots. Un regard, ça suffit. Ou simplement un signe de la main, ça suffit. Pas forcément obligé de crier. Lorsque l'athlète est sur le tapis, des fois, le gars simplement lui fait un seul signe et il a compris ce qu'il faut faire. Donc, tout ceci, tout ce qui va se passer durant le combat, tout cela a été orchestré avant. Ce n'est pas le jour de la compétition que vous allez inventer quelque chose. Donc, le conseil que je vous donne, le conseil que je préfère donner, c'est préparer votre communication en amont. Faites en sorte que justement cette communication elle soit efficace, elle soit effective et elle soit surtout efficiente. C'est-à-dire que moins d'énergie pour le maximum de résultats. Et donc, une autre chose qui est importante, c'est mesurer l'avant, c'est-à-dire faites des tests. N'attendez pas le jour de la compétition. C'est souvent ce qui arrive. Donc, même durant les matchs tests, vous pouvez aussi tester votre communication durant les matchs tests. Même durant l'entraînement aussi, il faut aussi tester votre communication durant l'entraînement. Et au fur et à mesure, mettre en place ce que j'appellerais justement des ABCD ou mettre en place des façons de faire qui ne vous concernent que vous et votre lutteur. À ce moment-là, c'est beaucoup plus facile. Alors, M. Kamel Bouazizi, ce que je conseille d'après mon expérience en tant qu'entraîneur, le combat dirigé, c'est surtout pour améliorer le niveau technique des lutteurs et non seulement se baser à apprendre les actions techniques du lutteur lorsqu'elle est. Quelle est votre opinion puisque tu es champion et un expert? Alors, bien sûr, je venais juste d'en parler d'ailleurs, juste dans la réponse que j'ai faite à Kazi. Le combat dirigé, justement, c'est une façon d'entraîner le lutteur. Et la communication fait partie justement de ces facteurs qu'on doit aussi entraîner. Et elle s'établit justement à travers la relation entraîneur-entraîné. Elle s'établit justement à travers les gestes, à travers les mots que nous allons utiliser. Et bien sûr, il y a aussi le langage. Je pense que Kamel, toi qui es justement d'origine maghrébine, je pense qu'il parle bien l'arabe, voilà. En coachant ton athlète en arabe, ben, personne n'est capable, les entraîneurs, s'ils rencontrent un Américain ou un Russe, ben, au moins tu as l'avantage d'avoir la langue pour toi. Mais on peut aller beaucoup plus loin en disant que dans ta communication, dans les combats dirigés justement, vous mettrez en place des formes de communication qui ne vous concernent que toi et ton lutteur, pour justement connaître, qu'il puisse comprendre clairement ce que tu veux lui dire, afin de réitérer cela durant le combat. Voilà. Donc, établir ce qu'on appelle vos principes de communication, en sorte que vous puissiez le mettre en œuvre le jour de la compétition. Voilà. Donc, en tant que, si je reviens aussi sur ma carrière d'athlète de haut niveau, bien sûr, j'ai eu des entraîneurs. J'ai eu des entraîneurs avec qui j'ai juste besoin d'un regard. J'ai eu des entraîneurs qui, justement, ils étaient là pour me stimuler en disant hey, « par les mots, tu peux le faire, tu peux y aller ». Et donc, cela crée dans mon esprit un autre état d'esprit si on parlait encore au combat. Et tout cela, on va, bien sûr, évidemment, travailler à l'entraînement.
Alors, une autre question. Ça dit instant quelques indicateurs clés pour la communication efficace sur le langage corporel avec l'entraîneur. Quelques indicateurs clés pour une communication efficace sur le langage corporel à l'entraînement et en compétition. Alors, tout à l'heure, je vous avais parlé je vais revenir sur la communication pour que vous voyez lorsque je parlais de la communication efficace. Alors, les indicateurs, si on revient, je vais partir sur la diapo, c'est là qui est. C'est-à-dire les indicateurs clés pour la communication. C'est soyez le plus clair possible, en suivant ces règles-là, le plus clair, le plus simple, le plus concis et le plus cohérent. Mais je resterai encore sur ces indicateurs-là, je resterai sur l'aspect positif. C'est-à-dire que soyez plutôt dans la communication que vous allez émettre, soyez plutôt dans quelque chose qui amène vos buteurs justement à agir. Voilà, à agir. Et les indicateurs qui montreront que votre buteur est efficace, c'est justement qu'il a capté votre message. Vous, en tant qu'émetteur, lui, en tant que réceptionneur, il reçoit votre message et là, il est capable d'agir. Voilà les indicateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si votre message arrive et que derrière, justement, par consignes que vous lui donnez qui sont clairs, concis et cohérents, il agit et en fonction de ce que vous venez de lui dire, en ce moment-là, vous voyez que les critères, en tout cas, de réussite de votre communication, elles sont été atteintes. Voilà. C'est un peu ce que par là que je voulais répondre à votre question. Alors, Khalifa répond. Je pense parfois qu'il est bon que l'entraîneur fasse de temps en temps une auto-évaluation de sa communication avec son lutteur et parfois un feedback avec son athlète. Cela aiderait à une meilleure compréhension des deux parties. Alors, M. Khalifa, comme je le disais en entrée, comme toute chose, la communication, ça s'entraîne. Comme toute chose, il faut s'entraîner. Et quand même, l'entraîneur et son athlète communiquent, pour avoir une communication beaucoup plus efficace, et d'ailleurs, efficace veut dire que les résultats sont là, mais beaucoup plus efficient. C'est-à-dire que où on va utiliser le moins d'énergie, le moins de mots pour pouvoir atteindre le résultat escompté, en ce moment-là, nous disons que votre communication, elle est justement beaucoup efficace. Voilà, donc on parle d'efficience. Donc, ce qu'il faut, c'est pour atteindre justement ces résultats-là, ça se travaille. Ça se travaille. Ça veut dire qu'à l'entraînement, ou bien même au quotidien, vous apprenez à communiquer avec votre athlète. Et vous-même, en tant qu'entraîneur, vous aussi, vous apprenez aussi à communiquer. C'est-à-dire que vous parlez d'auto-réflexion, ce que nous appelons le self-analyse. Le plus souvent, durant les formations, qu'est-ce que nous faisons? Nous poussons l'entraîneur justement à réfléchir sur son action. Donc, dans sa communication au quotidien avec son athlète, l'entraîneur aussi, lorsqu'il fait le bilan de sa séance ou en tout cas le bilan de sa pratique, il doit s'asseoir pour faire avoir une pratique réflexive et l'aspect de communication doit être un aspect sur lequel il peut aussi réfléchir pour pouvoir s'améliorer. Voilà. Aujourd'hui, le séminaire que nous faisons là, c'est justement pointer les côtés sur lesquels on doit y aller pour avoir une bonne pratique en termes de communication. Donc, si vous suivez déjà ce séminaire en ligne, essayez justement de mettre ça en œuvre au quotidien, en respectant bien sûr les règles d'or, en étant toujours bien sur les 3 C, mais aussi en apprenant à gérer vos émotions, en apprenant à gérer le stress. Parce qu'en situation de stress, vous savez que certaines personnes perdent justement le calme. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, apprenez justement à vous maîtriser, à communiquer en situation de stress, mais en gardant un calme intérieur. C'est ce que je disais tout à l'heure, ça peut se faire par des exercices de méditation, de relaxation, voilà, des respirations ventrales. Bon, il y en a qui connaissent ces méthodes, on a plus de vent, on calme sa respiration, au fur et à mesure qu'on contrôle sa respiration, à ce moment-là, on arrive à communiquer de façon plus à l'aise. Voilà. J'espère que je vous ai répondu jusqu'à une fois. Donc, une autre question.
Une question de Kamel Bouaziz qui me dit aujourd'hui aussi l'entraîneur doit enseigner le règlement d'arbitrage à ses lutteurs parce que c'est à mon opinion un grand essai qui ne comprend pas le règlement peut facilement perdre son combat à cause d'une faute de règlement. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Bon, Monsieur Bouaziz, je pense que sur l'aspect règlement, bien sûr, on aura à évoquer ça dans d'autres séminaires parce que le département de développement qui est dirigé par Mme Niamke, nous avons prévu justement des séminaires aussi pour les entraîneurs, pour les arbitres. Mais tu pointes un élément essentiel qui est le règlement. Et le règlement, même apprendre le règlement, c'est aussi la communication. Faire passer le message du règlement, c'est aussi la communication. Donc, justement, en tant qu'entraîneur, on gagnerait justement à mieux communiquer sur le règlement. Ça veut dire qu'il faut aussi l'apprendre. Et c'est pour ça que je vous invite, pour les autres séminaires qui arrivent, qui seront animés par d'autres formateurs sur le règlement, d'être présent pour pouvoir justement capter le règlement, l'assimiler, bien le comprendre pour pouvoir justement l'utiliser. Mais quand même, je pense que tu as pointé quelque chose d'important, c'est sur le règlement. Connaître le règlement, ça veut dire aussi savoir le faire passer le message du règlement. Et faire passer le message du règlement, c'est aussi apprendre à communiquer. Comme on l'a vu tout à l'heure, on communique à l'oral, mais aussi on communique à l'écrit. Donc, faire passer le règlement à ses lutteurs, c'est comprendre ce règlement. Donc, il faut comprendre avant de le transmettre. Voilà. Donc, je pense qu'il est vraiment important. Et je vous invite justement, pour justement améliorer la connaissance du règlement, la prochaine étape serait que vous suivez le séminaire qui sera animé par un de mes collègues sur le règlement. Voilà. Je suis entièrement d'accord avec toi, Kamel. Alors, nous sommes bientôt à la fin de... S'il n'y a pas d'autres questions, hein, j'ai attendu les questions. Là, nous sommes 24 participants, donc 22 participants. J'attends s'il n'y a pas d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais quand même conclure. Je vais conclure en disant que la communiquer, c'est important. Voilà, c'est important. Et donc, il y a une question qui apparaît. Avant que je passe à la conclusion, aujourd'hui, voilà, ça c'était Kamel, une question. Merci pour ta réponse. Oui, bien sûr, je sais que tu es friand en ce qui concerne le règlement, mais c'est aussi important de communiquer le règlement. C'est important. Pour finir, je donnerai quand même quelques conseils. Hein. S'il n'y a pas d'autres questions, je donnerai quelques conseils sur la communication. Les conseils que je peux donner sur la communication, c'est vraiment important. C'est pour bien communiquer, il faut que vous vous entraînez. Voilà. Ça a besoin d'entraînement. On ne communique pas de façon naturelle comme ça. Si vous voyez que les gens, certaines personnes sont à l'aise, d'autres ne sont pas à l'aise, c'est que derrière, il y a eu ce qu'on appelle une préparation. Donc, pour communiquer, préparez-vous, hein, parce qu'il est vraiment important de bien se préparer pour communiquer. Ensuite, préparez-vous aussi en tant qu'émetteur pour pouvoir justement rendre votre message beaucoup plus clair et aussi prendre l'assurance. Hein, parce que pour créer justement un climat beaucoup plus propice à l'échange. Préparez-vous aussi à ce qu'on appelle capter son auditoire. Parce qu'il y a des parents qui vont peut-être vous voir, et c'est important que vous arriviez à capter votre auditoire. Pour encore communiquer encore mieux, je vous invite aussi à préparer une personne avec laquelle vous allez communiquer, justement à être prêt à recevoir votre message. Hein, à recevoir votre message. Là, en ce moment, les gens sont disposés dans un état d'esprit pour recevoir votre message. Donc, par évoluteur, nous allons voir ceci, nous allons faire ceci. Une fois qu'ils sont disposés, en ce moment, il est beaucoup plus facile pour vous de transmettre votre message. Alors, l'autre partie que je vous dirais aussi, c'est émettez votre message. C'est-à-dire que gardez en tête le message que vous le faites passer et parlez suffisamment clair. Voilà, essayez pas d'écrire, parlez suffisamment clair et fort pour être entendu. D'autres diraient que nous parlons de la voie pédagogique lorsque nous sommes entraîneurs. Comme ça, on peut nous comprendre. Et bien sûr, attendez, parce que
lorsque vous communiquez, c'est dans le double sens. Donc, soyez prêts à recevoir ce qu'on appelle un feedback. Vous échangez avec votre interlocuteur. À ce moment-là, c'est là où on parle de la puissance de l'écoute. Et bien sûr, il y a une question encore qui arrive. Laissez-moi terminer cette partie conseil. Et bien sûr, ce qui est important dans notre communication, c'est votre capacité à mettre fin à la communication. Concluez en disant ce que vous avez dit. Vous pouvez même réitérer ou recentrer le débat et dire voilà, nous avons dit ça, et maintenant nous finissons et c'est terminé. Donc, je vois qu'il y a une dernière question. Je vais reprendre celle-là et puis je pense que nous pourrons aller. Alors, bonjour Vincent. Je voulais savoir quels sont les langages adaptés pendant un entraînement entre le coach et les athlètes. Le langage adapté pendant les entraînements. Alors, c'est Francisco. Alors, Francisco, je te remercie pour cette question. Vous savez que l'athlète doit évoluer dans un environnement positif. C'est-à-dire que nous devons souvent le motiver pour justement permettre de pouvoir pratiquer en étant à l'aise. Voilà. Je dirais que le langage adapté, c'est un langage qui est beaucoup plus positif. Voilà. Un langage qui est beaucoup plus constructeur. Parce que ce que nous disons, c'est que nous construisons des champions. Voilà. Nous construisons des champions. Ça veut dire que nous les amenons justement à bâtir ce qu'on appelle une confiance en eux. Et donc, durant l'entraînement, il est important de clarifier les choses. Dans un premier temps déjà, avant de commencer l'entraînement, il est important que l'athlète sache où il s'en va. Donc, donner déjà la direction de ce que nous allons faire. Aujourd'hui, nous allons voir ceci, cela. Et là, on le décrit bien. Ensuite, durant l'entraînement, nous allons les motiver justement qu'ils réalisent ce pourquoi ils sont là. C'est-à-dire que c'est une technique, c'est une complexité tactique. Si c'est un aspect tactique que nous allons travailler aujourd'hui, c'est un aspect physique que nous allons travailler aujourd'hui. Mais en tout cas, nous devons les motiver pour les amener à être toujours engagés. Voilà. Ça passe par des mots. C'est très bien. Bravo. J'adore la façon dont tu viens de faire ça. Si tu continues comme ça, tu vas réussir le bras à la volée. Si tu fais ça en plus, tu seras encore meilleur. Donc, vous voyez que nous créons ce qu'on appelle un environnement tout le temps positif pour continuer à le motiver à faire ce qu'il est en train de faire. Donc, nous créons un climat positif. Nous restons toujours sur les aspects positifs de la communication. Voilà. Ça, c'est vraiment important. Et pour motiver les athlètes, pour continuer à les garder motivés, il est important que nous soyons toujours dans l'aspect positif. Voilà, Francisco, j'espère que je t'ai répondu. Voilà. Et aussi, soyez prêts aussi à recevoir des retours des athlètes. Hein. Donc, voilà. Donc, nous allons arrêter. Il y a une autre question qui vient d'arriver. Une autre question de Francisco. Non, cette fois-ci, de Angèle Torres. Merci, Vincent, pour l'excellente et l'intéressante exposition. Merci, donc, Angèle. Et Francisco me dit merci. Merci aussi à toi. Donc, nous sommes au terme de notre conférence. Je veux vous dire merci. Merci à tous ceux qui ont été présents, en espérant que vous allez rester sur vous sains et saufs, comme le disait le président Lalovic, nous devons toujours rester en contact. Et notre département en développement, nous serons toujours là pour vous accompagner durant cette période dans laquelle nous avons tous subi cette terrible pandémie. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, ne restez pas seuls, parce qu'ensemble, nous sommes beaucoup plus forts. Et nous ne vous laisserons pas seuls. Merci encore et à très bientôt.